Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce vendredi 12 août. Secours d'urgence, accident de la circulation, incendie, les sapeurs-pompiers de Monaco sont régulièrement amenés à intervenir sur ces situations, encore plus en cette période estivale avec le retour des touristes. Le lieutenant-colonel Maxime Ivrard, chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco, sera avec nous dans quelques instants. Chaque jour, le port de Monaco accueille de nombreuses unités, des bateaux privés, mais aussi des navires de croisière, ce qui fait de lui un lieu particulier et dont la gestion est millimétrée. L'accueil des navires est géré par le pilote de port. Vous découvrirez dans cette édition ce métier qui demande de nombreuses qualités. Puis nous parlerons solidarité avec Laurent Castex. Le président de l'association Soleil Royal 06 poursuit son engagement en faveur du peuple ukrainien. Plusieurs collectes vont d'ailleurs être organisées. Il l'évoquera sur notre antenne. Et enfin, nous nous rendrons dans le Var à la fin de ce journal où une équipe de Monaco Info a suivi les dernières répétitions de Delirious, un spectacle présenté à la fin du mois sur l'esplanade du Grimaldi Forum. Recevons notre premier invité pour débuter ce journal. Il s'agit du chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Nous allons faire le point avec lui sur les interventions de l'été en principauté, mais aussi l'actualité marquée par les feux de forêt. Bonsoir Maxime Ivrard. Bonsoir Émilie. On ne peut pas occulter l'actualité, colonel. La France est en proie à de violents incendies. Bien évidemment, le corps des sapeurs-pompiers de Monaco est solidaire avec les combattants du feu français. Oui, effectivement, tout le monde est bien au courant de ce qui se passe en France actuellement, mais d'une façon générale en Europe, avec tous ces feux de forêt, ces feux très importants qui mobilisent énormément les sapeurs-pompiers. Du côté de la principauté, nous, on n'a pas cette problématique, parce qu'on n'a pas d'espace naturel aussi grand. On a plutôt une densité urbaine élevée. Mais on a quand même du personnel qui est formé, on a un véhicule qui est adapté aux feux de forêt pour répondre à notre couverture en France sur la frange périurbaine, mais on n'est pas dimensionné comme un département des Alpes-Maritimes ou, je dirais, les départements de France qui ont de grands espaces naturels. Donc notre contribution, si vous voulez, pour ces feux-là, c'est plutôt d'élargir aux besoins notre couverture et notre renfort sur le territoire français des Alpes-Maritimes pour que les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes puissent s'engager sur un renfort sur ces grands feux. Mais nous, on n'a pas la capacité de projeter des moyens matériels et humains suffisamment importants pour apporter une plus-value sur ces grands événements. De votre expérience passée, notamment à la sécurité civile, colonel, ce sont des interventions très éprouvantes pour les pompiers en ce moment, que cela soit en Gironde, dans les Landes, dans le Jura? Alors effectivement, ce sont des interventions très éprouvantes, très fatigantes et très dangereuses, puisque c'est des grands espaces dans des situations très complexes avec une ambiance dangereuses liées aux fumées, liées à l'intensité du feu. Donc on pense très fort à eux quand ils s'engagent sur ces interventions. Colonel, vous mentionnez tout à l'heure la formation au feu de forêt. Régulièrement, vos hommes s'entraînent ou se forment pour être opérationnels, et ce dans différents types d'actions. Alors, le métier de sapeur-pompier, effectivement, il y a la partie opérationnelle. C'est notre mission, c'est de partir en intervention. Mais pour être opérationnel, on a un cursus de formation et de maintien des acquis qui est très important. Je dirais le temps d'un sapeur-pompier, il est surtout lié à ce maintien des performances et des compétences. Et donc, beaucoup de formation et d'entraînement. Et un temps qui est plus important en formation et en entraînement qu'en opération. Pour je dirais, la partie incendie, ça représente 1% de notre activité opérationnelle, mais c'est peut-être 80% de notre temps de formation. Et globalement, actuellement, quelles sont les interventions qui vous mobilisent le plus en cette période estivale ? Alors actuellement, on sent vraiment qu'on a je dirais, un afflux de touristes sur la principauté, puisque nos interventions sont beaucoup d'interventions liées au secours à personne, plutôt sur les lieux publics et la voie publique, et plutôt ciblées sur les lieux touristiques, tels que le Rocher, place du Casino, les plages du Larvoto. Après, la typologie des interventions, c'est une typologie, je dirais, classique, liée à la chaleur, ou pas forcément, mais en tous les cas, ça reste des petites interventions de type malaise, entorse, des petites choses.
Voilà, les vagues successives de chaleur sont difficiles à gérer. Quels sont les conseils que vous pourriez donner pour supporter ces températures inhabituelles ? Alors déjà, nous, on suit effectivement ces vagues de chaleur puisqu'on a un outil informatique qui nous permet de suivre la température, les gradients de température entre le jour et la nuit. Et les conseils que l'on donne, ce sont les conseils, je dirais, sont du bon sens. Hein, c'est de se protéger, d'essayer d'être à l'ombre, de s'hydrater le plus régulièrement possible et de limiter l'exposition en plein soleil, notamment en pleine journée, et de profiter de la plage pour se rafraîchir ou des lieux qui sont climatisés pour faire des petites pauses et permettre au corps de se régénérer. Oui, qui dit forte chaleur dit peut-être aussi phénomènes orageux. Là aussi, vous êtes vigilant sur les conséquences qu'ils peuvent avoir. Oui, effectivement, je dirais l'été, donc on a les fortes chaleurs. Et encore une fois, dans le sud de la France, on est plutôt habitué à y résister. Par contre, nous, où on est vigilant, c'est sur ces phénomènes pluvio-orageux qui prennent naissance d'une façon un peu isolée. On a un microclimat, on a une mer qui est chaude, donc beaucoup d'évaporation. Et à un moment ou à un autre, on peut avoir des phénomènes qui se créent et qui se déversent d'une façon violente, d'autant plus que les sols sont très secs, donc n'absorbent pas. Et on est en bas de bassins versants importants, donc on récupère toutes ces masses d'eau qui tombent sur l'arrière-pays monégasque, dans l'arc de Monaco. Et ça termine en principauté, et donc ça ruisselle beaucoup. Et ça peut créer des événements qui sont violents et qui peuvent mettre en danger les personnes et les installations. Un petit mot globalement, colonel, sur l'effectif des sapeurs-pompiers de Monaco. 2 casernes, on le rappelle, hein. Une du côté de Fontvieille, une à la Condamine, où vous vous trouvez actuellement. Combien d'hommes constitue ce corps ? Alors on est un peu plus de 150 militaires, hein. On est tous professionnels, hein, contrairement aux sapeurs-pompiers français où il y a 80% de pompiers volontaires et 20% de professionnels. Nous, c'est 150 professionnels au statut de militaire. On a tous les jours 50 personnes de garde qui permettent d'armer les véhicules et de répondre aux différentes missions qui s'offrent à nous. Et d'être réactif en cas d'intervention. Merci infiniment, Maxime Ivrard, d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer cette sécurité en principauté. Merci, bonne soirée. Et en cette période estivale, la Méditerranée est le meilleur terrain de jeu. Nombreux sont les navires à faire escale en principauté ou les plaisanciers monégasques à profiter des joies de la mer en journée. Le pilote de port est là pour les accueillir. C'est un métier peu connu et pourtant, il a toute son importance. Plus de détails dans ce reportage de Vanessa Dessy sur des images de Jean-Alexandre Dordet. C'est un véritable chef d'orchestre dans le port de Monaco. Le pilote est en quelque sorte le conseiller technique du capitaine lors d'une arrivée ou d'un départ d'un navire. As de la manœuvre, il devient la référence lors de l'approche, l'accostage et l'appareillage. On va monter sur le navire qui se présente au port et on va conseiller le commandant sur la manœuvre. Donc on va voir avec lui le poste à quai qui lui a été désigné, en fonction des conditions météo, en fonction du trafic. On va voir avec lui quelle sera la meilleure manœuvre, la meilleure approche pour le quai. Et ensuite, on va coordonner tout ça avec les moyens portuaires, donc la pilotine, les lamaneurs, donc les personnes qui vont être en charge d'amarrer le navire à quai, et également la capitainerie qui va nous confirmer que le trafic a été stoppé, détourné, de manière à ce qu'on soit le plus serein possible. Attaché au port de Monaco depuis peu, Clément connaît parfaitement ses particularités techniques et son organisation. La spécificité de Monaco par rapport aux autres ports, c'est le type de navire. On est vraiment tourné à 100% sur le yachtisme et la plaisance privée et la croisière. Donc c'est vraiment un port qui a comme particularité, ça, on n'aura pas de commerce ou de très grosses unités, ce qui fait qu'on a un rythme qui est très soutenu l'été. Mais ça fait partie du travail, donc on s'adapte en fonction des besoins de chacun et on est là pour ça et on s'organise en fonction. Avec une excellente résistance au stress et une certaine souplesse, les qualités requises pour être pilote de port ne manquent pas. C'est un métier très exigeant qui demande une grande adaptation, mais pas seulement. Il faut être amoureux de la mer, il faut beaucoup d'expérience. Après, rester calme aussi, concentré, ne pas stresser.
parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors aujourd'hui il fait beau, il n'y a pas de vent, la mer est belle, on va dire c'est facile. Oui, mais il y a toujours le mais, on ne sait jamais, il peut y avoir un problème technique, il peut y avoir un plaisancier qui se présente de manière imprévue. Donc il faut toujours être sur le qui-vive, ne pas s'endormir sur nos lauriers en quelque sorte, savoir toujours qu'il peut y avoir quelque chose. Et donc toujours prévoir le coup d'après, se dire là je perds un moteur, qu'est-ce que je fais? Il y a un bateau qui arrive, qu'est-ce que je fais? Il y a un grain qui se lève, qu'est-ce que je fais? Voilà. Toujours savoir l'étape d'après, au cas où. Ce métier exige de plus en plus un niveau de connaissance élevé, eu égard au développement spectaculaire des technologies et à leur application quotidienne à la navigation. Dans le reste de l'actualité, Anne Eastwood vient d'être nommée ambassadeur de Monaco en Italie. L'information a été publiée aujourd'hui au journal officiel. Anne Eastwood a été à la tête du Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation de 2014 à février dernier. En sport, Quentin Antonelli assuré d'être dans le top 12 européen. Le rameur monégasque 15e aux Jeux Olympiques de Tokyo participe actuellement au championnat d'Europe à Munich. Il a dominé aujourd'hui ses repêchages et s'est donc qualifié pour les demi-finales AB. Elles auront lieu demain sur le plan d'eau du centre de régate olympique de Munich et nous suivrons bien évidemment cela de près. Peace and Sport lance le club des champions de la paix junior, une annonce faite ce 12 août, journée internationale de la jeunesse. L'organisation souhaite ainsi mettre la vitalité des jeunes sportifs pour devenir les porte-parole de la paix par le sport. 6 jeunes athlètes de 12 à 18 ans font déjà partie de ce club, parmi eux notamment le nageur monégasque Théo Druen. Et puis nous en savons plus sur le programme de pré-saison de l'AS Monaco Basket. Après des vacances bien méritées, les joueurs de la Roca Team reprendront le chemin des parquets le 25 août pour un stage à Bormio. Plusieurs matchs de préparation sont également au programme en Italie et en Allemagne, ainsi qu'un tournoi à Antalya en Turquie. Les joueurs d'Obradovic lanceront leur saison le 24 septembre avec un déplacement à Nanterre. Eux ont déjà débuté leur saison après leur défaite face au PSV Eindhoven en Ligue des Champions. Les footballeurs de l'AS Monaco retrouvent le championnat ce week-end. Ils reçoivent Rennes pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Quel est l'état d'esprit des Rouges et Blancs avant ce match au Stade Louis II? Réponse avec l'entraîneur Philippe Clément. J'ai vu le bonne réaction pendant la séance. L'intensité était là, la qualité était là. Et les joueurs ils sont prêts pour rebondir contre Rennes. On le sait que c'est un grand match contre une équipe avec beaucoup de qualité. Mais je suis certain que mes joueurs sont là mentalement. Oui. Monaco-Rennes, c'est donc ce samedi à 17 h au Stade Louis II. Et pour être complet sur l'actualité de l'AS Monaco, sachez que Caio Henrique vient de prolonger son contrat. Le latéral gauche brésilien est désormais lié au club jusqu'en juin 2027. Dans un tout autre domaine, la solidarité se poursuit en faveur du peuple ukrainien. Monaco a affiché son soutien dès le début du conflit par l'intermédiaire de la Croix-Rouge monégasque, mais aussi par la mobilisation de plusieurs associations. Soleil Royal 06 est l'une d'entre elles. Elle s'était rendue au mois de mars à la frontière ukrainienne pour venir en aide aux réfugiés. Depuis, elle poursuit son action. Son président est avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir Laurent Castex. Bonsoir Émilie, vous allez bien? Bien, merci. Et vous, quelles sont les nouvelles qui vous parviennent d'Ukraine? Eh bien, écoutez, là en ce moment, on a pas mal de nouvelles assez positives. Du côté de là où on est allé sur place, à l'intérieur, donc il y a à peu près 3 mois quand il y a eu les conflits. Et là pour l'instant, on s'occupe d'à peu près 600 enfants qui sont sur place sans leurs parents dans les 2 camps à Oujhorod. Et sur ces 600 enfants, on est en train de les faire scolariser. Donc on est en train de créer des écoles et on a besoin en collecte de fournitures scolaires pour l'instant. Vous prévoyez des nouvelles collectes en ce sens? Ah oui, je commence la collecte aujourd'hui avec vous. Et j'ai besoin de points de collecte. Alors j'ai déjà des points de collecte comme la pharmacie du Rocher à Monaco-Ville. J'ai 2 établissements sur Monaco comme Aldent qui vont commencer à me faire les points de collecte. Et tout ce qui est fourniture scolaire. Vous êtes rendu en Ukraine au mois de mars. Quelles sont les images qui vous ont le plus marqué sur place?
Alors les images qui m'ont le plus marqué, c'est les camps d'enfants dont on est allé s'occuper. Parce qu'il faut savoir qu'une chose, c'est qu'on a à peu près 600 enfants dans ces camps qui ont été ramenés à l'ouest, et c'est les parents qui vivent à l'est qui les ont fait partir pour ne pas voir les combats et les conflits. Et donc c'est la première chose qui m'a un peu choqué, c'est de voir les enfants seuls, voués à eux-mêmes. Vous ne les avez pas lâchés depuis, vous continuez à faire acheminer des dons sur place ? Je continue toujours à acheminer des dons. Et là, on a l'opportunité d'envoyer 2, 3, voire 4 palettes de fournitures scolaires. Donc non, je lâche pas. Je lâche pas parce que je veux absolument aider les gens sur place. Et c'est difficile, Laurent, de faire acheminer tous ces dons que vous récoltez sur place ? C'est très très dur dans le sens où, alors c'est très facile pour faire les palettes ici, pour faire les cartons, tout ça. Après, on a des transporteurs qui nous envoient les choses, mais pour les faire rentrer, ça a un coût. Parce que quand on fait rentrer un camion, il faut payer, parce qu'à l'ordre d'aujourd'hui, c'est comme ça, on fait payer. Il était question au mois de mars que vous retourniez en Ukraine, sur place. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que c'est trop compliqué maintenant pour vous d'accéder à ces zones ? Avec le combat là et le conflit qui se passe en ce moment, on ne peut pas se permettre de retourner en Ukraine. On attend encore un petit peu. Pour l'instant, on achemine des choses, mais on ne peut pas se permettre de rentrer dans le pays. On le précise également, Laurent Castec, vous restez très actif sur la région. On le rappelle, votre association avait été créée après le passage de la tempête Alex dans la vallée de la Roya. Alors oui, le but c'est toujours les Alpes-Maritimes, parce que moi j'ai créé l'association due à la tempête Alex. Et donc on est là pour aider aussi bien les gens des Alpes-Maritimes que les gens qui sont à l'extérieur. Mais d'abord le but c'est d'aider les gens d'ici. Eh bien, merci beaucoup Laurent Castex pour ce message de solidarité que vous venez de transmettre sur notre antenne. Merci infiniment. Merci à vous. Delirious, c'est le nom du prochain spectacle qui sera présenté à partir du 26 août sur l'esplanade du Grimaldi Forum. Présenté comme une expérience unique, le show proposera jusqu'au 4 septembre une nuit de fête envoûtante. Une équipe de Monaco Info s'est rendue à Grimaud, dans le Var, pour assister aux dernières répétitions. C'est un reportage de Vanessa Dessy et Jean-Alexandre Dordet. Après le succès du spectacle Bohémia en 2021, Nicolas Gelmoni est de nouveau prêt à transporter son public vers une nuit de fête. Un show mêlant cirque, acrobatie, musique live, théâtre et comédie. La troupe internationale, plus d'une fois primée, proposera une expérience inédite. C'est vraiment l'occasion parfaite de prendre vraiment un groupe exceptionnel de gens. Toutes ces personnes, c'est mes amis, et vraiment qu'on se mette tous ensemble et là qu'on crée un Delirious. Beaucoup d'acrobatie, beaucoup de danse quand même pour un spectacle de cirque. On était encore en réunion hier, on était comme là, c'était beaucoup de danse pour des artistes de cirque, mais bon, c'est ça aussi la beauté de ce spectacle, je pense, c'est que les artistes sont très multidisciplinaires. Donc on arrive à offrir quelque chose que plus qu'un spectacle de cirque, plus qu'un spectacle de danse, plus qu'un concert avec notre orchestre qui est exceptionnel. C'est vraiment le mélange de tout ça qui va faire un beau spectacle, je pense. Venus des quatre coins de la planète, les artistes travaillent en pré-production à l'aide de vidéoconférences depuis plus de 4 mois. Enfin, tous réunis dans le Var, les artistes peaufinent les derniers réglages. Les 4 jours qu'on est ici, c'était vraiment comme ça y est, on est tous là. Et hier, par exemple, 2 de nos scènes sont arrivées. Ça y est, c'est vrai, tout est en train de se passer, tout est en train de se créer. On a des Américains, Puerto Rico, Colombie, Venezuela, Autriche, Angleterre. Après les équipes techniques aussi, on a des gens d'Australie. C'est vraiment très éclectique. Le public ne réservera pas de siège au Grimaldi Forum, mais des tables destinées à être partagées. Selon les dates, différentes surprises sont au programme. Et vraiment, c'est une expérience qu'on veut aussi que les gens viennent profiter de l'expérience Delirious et pas juste du spectacle. C'est pour ça vraiment le concept de la tente, le lieu vraiment éphémère et atypique qu'on crée. On veut que les gens viennent un petit peu avant le spectacle. Notre orchestre va pouvoir jouer, ils vont pouvoir profiter du lieu, ils vont pouvoir se divertir. Et après le spectacle, directement, comme il y aura le DJ pour pareil,
que les gens puissent rester et pas juste on vient pour voir Delirious. Delirious est à découvrir du 26 août au 4 septembre tous les soirs, sauf le lundi 29 août au Grimaldi Forum. Et vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour ce spectacle en vous rendant sur le site officiel du Grimaldi Forum. Le Rocher était en fête hier à l'occasion des soirées de Monacoville, un moment convivial placé sous le thème du Brésil. Des animations pour les plus jeunes étaient également proposées par les commerçants du Rocher. Prochaine et dernière date, le mercredi 24 août, avec une soirée rouge et blanche. Le nouveau musée national de Monaco a ouvert ses portes en nocturne hier soir, une nuit au musée qui a permis aux visiteurs de découvrir gratuitement l'exposition Newton Riviera. Elle rassemble des œuvres du célèbre photographe, des clichés réalisés sur la Côte d'Azur. L'exposition est à découvrir jusqu'au 13 novembre à la Villa Saubert. Et puis c'est l'histoire du parcours atypique d'un compositeur monégasque entre la musique, l'automobile et Abbey Road. Richard Lord est à l'honneur dans un ouvrage intitulé 75. Et pour chaque achat de ce livre autobiographique, le lecteur se verra remettre une place pour une soirée musicale à l'Opéra Garnier le 10 septembre prochain. Autre date à retenir, un peu plus loin dans le temps, celle du 12 novembre. Alex Jaffray propose une masterclass à l'Hôtel Hermitage. Son titre, Pourquoi vous allez enfin aimer le jazz. Véritable couteau suisse musical, Alex Jaffray a notamment composé les bandes originales de longs métrages de grands noms du cinéma. Son visage vous est peut-être familier, car il est également chroniqueur dans l'émission Télématin sur France 2. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Quel temps fera-t-il pour ce début du week-end, Frédéric Elion? Pas de perturbations de prévues pour samedi, Émilie, avec une journée ensoleillée et aucun risque de pluie. Le vent soufflera assez fort le matin avec des rafales pouvant aller jusqu'à 40 km/h. Côté thermomètre, les températures seront comprises entre 23 et 28 degrés. L'eau sera à 27. Samedi 13 août, vous pourrez souhaiter une bonne fête aux Hippolytes. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On referme ce journal avec les photos de Stéphane Dana, qui a été le témoin d'une opération particulière du côté du Larvoto, la pose d'un émissaire dans les eaux de la Principauté, afin de prolonger la canalisation déjà existante. Cette intervention permettra d'optimiser les capacités du réseau et renforce les actions du gouvernement princier dans son déploiement de boucles thalasso-thermiques dans ce quartier. Nous vous en dirons plus prochainement. Passez une excellente soirée et à demain, samedi, pour une nouvelle édition sur Monaco Info.